Merci de suivre ce magazine Au-delà de l'actualité. Madame, Monsieur, aujourd'hui, nous parlons de la loi relative à la protection et la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme qui a été promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la grande satisfaction des défenseurs des droits de l'homme. Sur ce, nous recevons pour vous dans ce numéro Maître Henri Wemboloa. Il est président de l'ONG AUDF, Alliance de l'Universalité des droits fondamentaux. C'est ça, Maître Henri Wemboloa? Bien sûr, AUDF, Alliance pour l'Universalité des droits fondamentaux. Alors, vous avez manifesté votre satisfaction après la promulgation de la loi relative à la protection et la responsabilité du défenseur des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut connaître un peu plus bref le contenu de cette loi? Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous nous donnez. Merci aussi aux téléspectateurs. La loi numéro 23/027 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo a été publiée au journal officiel le 8 juillet 2023. Et comme vous l'avez dit, la loi a été promulguée par le chef de l'État le 15 juin 2023 et cette loi est entrée en vigueur. Quel est son contenu? La loi, comme toutes nos lois dans la pratique, il y a un exposé des motifs. Il y a quelques dispositions et des dispositions abrogatoires. Mais en tout, c'est 30 articles. À travers ces 30 articles, cette loi présente quelques considérations, quelques concepts, quelques définitions des mots. Après les définitions des mots, on parle des droits des défenseurs des droits de l'homme, les obligations de l'État, l'État des obligations pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, et il y a aussi des mesures disciplinaires, des mesures, des sanctions lorsqu'on viole la loi. Voilà en peu de mots comment l'ossature de cette loi. Je dis, il y a les obligations de l'État, il y a le mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'homme, il y a des dispositions pénales ou mesures disciplinaires, et il y a aussi des dispositions abrogatoires au final. C'est-à-dire que vous êtes satisfait, c'est ce que vous avez longtemps demandé, vous avez milité pour la promulgation de cette loi. Effectivement, madame, c'est une loi qui a connu un long parcours. Et si on peut se rappeler, combien d'années? C'est à peu près 16 ans passés, depuis 16 ans. Si on peut se rappeler ici qu'il y a le professeur Luzolo, en tant que ministre de la Justice, il avait introduit un projet de loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le Parlement avait rejeté. Il y a Excellence ministre Matipa, qui avait aussi introduit un projet de loi. C'était rejeté. Et donc, aujourd'hui, ça a pris beaucoup de temps, même s'il y a eu plusieurs recommandations. D'abord, la demande des défenseurs des droits de l'homme sur le plan national, vous savez, depuis même la mort de Tchébéa et tous les défenseurs des droits de l'homme ont misé sur cette loi. Et aujourd'hui que la loi est promulguée, publiée au journal officiel, c'est vraiment une grande satisfaction, comme vous le constatez, à travers ces activités que nous venons d'organiser ces derniers temps. Alors, c'est-à-dire que vous allez maintenant exercer librement vos activités en tant que défenseur de droits. Nous l'espérons bien parce que les droits, donc la réalisation effective des droits de l'homme, c'est un processus. Donc, c'est pas au lendemain que vous direz que tel ou tel autre État est au niveau optimal. Il y a une satisfaction totale. Nous savons que c'est un grand pas. Et la promotion et la défense des droits de l'homme est reconnue au moins légalement. Et même les autorités qui tenteraient de violer ce droit reconnu, garanti à tout citoyen, bien sûr, de promouvoir et de défendre les droits de l'homme, il y a des sanctions contre ces gens-là. Donc c'est quelque chose qui est vraiment appréciable et nous espérons que les choses pourront évoluer dans le bon sens dans notre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement que de force, il y a aussi de faiblesses. Quelles sont les faiblesses que vous avez énumérées dans cette loi? Avant de parler de faiblesses, je veux dire quelque chose comme force. La force, c'est qu'on reconnaît à toute personne le droit
de défendre les droits de l'homme. Ça, c'est vraiment magnifique. Et toute personne, toute personne a le droit de défendre les droits de l'homme. Et c'est ce que nous retrouvons à travers l'article 2.4. Et point 4, il y a 3 points. On dit, toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, travaille pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Celui-là, le défenseur des droits de l'homme. En clair, c'est-à-dire que on reconnaît le droit à toute personne de contribuer à la promotion du respect des droits dans notre pays. Illustrez un peu par un exemple. Par un exemple, vous êtes même un agent de l'État. Vous travaillez à la police et vous constatez que vos collègues de la police sont en train de torturer. Vous pouvez intervenir, même si c'est devant votre chef, vous lui dites, chef, ce comportement-là est interdit par la loi. Cessons de faire ça. Nous savons le jeu retour sera quoi? Le chef va se retourner contre l'agent pour dire non, 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 tu es qui pour me dire ça? Il le fait parce qu'il est reconnu le droit à toute personne de promouvoir et de défendre les droits de l'homme. Vous allez dans la rue, on en a connu même des cas comme ça que nous avons eu à protéger. Un monsieur quiconque, il y a le PCR, police de circulation routière, en train de narguer, en train d'arrêter un monsieur et créer dérange la circulation publique. Pourquoi? Parce qu'on veut arracher les contacts des véhicules et un attroupement. Mais le monsieur vient et dit, chef, c'est vous les agents de sécurité. Un cas comme ça, vous prenez le monsieur, vous mettez de côté ou vous allez avec lui dans votre bureau. Et le monsieur arrête. Dans votre bureau, c'est mieux plutôt que de déranger tout le monde, vous troublez l'ordre public. Toi, tu es qui? Tu es qui pour faire ça? Et on laisse le monsieur partir, on prend le monsieur, on l'arrête pendant 2 jours. Nous, nous disons que pareil citoyen est à apprécier et à encourager. Et quand on l'arrête, c'est toute la communauté des défenseurs des droits de l'homme qui se lève pour dire que ce n'est pas correct ce qui est fait. Donc voilà un peu pourquoi nous disons que cette loi est importante et il est reconnu à toute personne le droit de défendre les droits de l'homme. Mais est-ce que ces pratiques ne vont pas rester sur papier et que ça sera difficile à les mettre, à l'exécuter, à les mettre en pratique? Voilà. Mais je peux vous dire qu'il y a des choses qui se font tous les jours, sans qu'on s'en rende compte. Madame journaliste défend la liberté d'information. Il informe tous les jours des cas de violation des droits des personnes. Mais le journaliste là, c'est un défenseur des droits de l'homme. Peut-être qu'il ignore qu'il est défenseur des droits de l'homme. Quand il a des problèmes, nous disons non, mais quand même, ce n'est pas parce que quelqu'un a donné une information qu'il doit subir des représailles, qu'il doit être sanctionné, qu'il doit être poursuivi. Parce que c'est reconnu, il y a un droit de chercher l'information et de la vulgariser. Donc, voilà les réalités. C'est pour dire que c'est un pas de géant. Et il nous appartient, il appartient à tout le monde de sensibiliser les personnes pour agir dans le sens de construire, dans le sens de défendre la dignité de la personne humaine, dans le sens de faire corriger des erreurs par-ci, par-là. Alors, tout le monde peut le faire. Alors, avant d'entrer dans les faiblesses que vous allez certes énumérer, mais vous, étant que défenseur de droits de l'homme, on vous accuse souvent d'encourager le mal. Je prends un cas, c'est le cas par exemple de ces enfants qu'on appelle communément Kuluna. Quand ils commettent des abus, vous ne dites rien, mais quand on les arrête, voilà, les défenseurs de droits de l'homme haussent le temps. Les défenseurs des droits de l'homme agissent en amont et en aval. Avant qu'on arrête le Kuluna, les défenseurs des droits de l'homme mènent des plaidoyers pour l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nous félicitons le gouvernement, nous félicitons le président de la République pour la gratuité de l'éducation au niveau élémentaire, au niveau de la base. C'est bon. Mais c'est parti d'où? C'est dans les droits de l'homme. Ça fait partie des plaidoyers de tous les jours des défenseurs des droits de l'homme. Nous félicitons aujourd'hui la maternité gratuite et consorts. Tout ça, ce sont des choses qui sont prévues dans des instruments internationaux et même des instruments internationaux. Et lorsque on mène ces plaidoyers, on arrive à la fin, on réalise. Et s'agissant particulièrement de Kuluna, il y a beaucoup de choses. Prenons le cas de Kuluna, qui sont des enfants de militaires et des policiers, qui par moment, nous savons, qui protègent l'État congolais, mais par moment, qui ne sont pas bien rémunérés. Et ces enfants sont abandonnés. On trouve beaucoup de gens, des jeunes gens dans la rue.
les défenseurs des droits de l'homme travaillent sur ça, pour mobiliser, sensibiliser, afin qu'on puisse non pas s'occuper seulement de l'enfant qui est dans la rue, mais s'occuper aussi du salaire des agents de l'État. Tout commence aussi par là. Donc les défenseurs des droits de l'homme ne voient pas les choses dans un sens carré, dans un sens restreint, mais on voit les choses dans le sens de globalité. C'est pourquoi même le défenseur, même le Koulouna, quand il commet une infraction, on va plus loin pour dire que oui, quelqu'un a commis une infraction, comme toute personne peut commettre une infraction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la personne soit jugée, que la personne soit condamnée et que la personne puisse purger une peine quelconque. Mais aujourd'hui, si nous devons accepter que l'on recourt à ce qu'on appelle la vengeance privée, c'est-à-dire quoi? C'est qui va se sauver? C'est presque tout le monde qui aura des problèmes. La vengeance privée n'est pas bonne dans un état de droit. Il faut que la justice fasse son travail. Voilà sur quoi le défenseur des droits de l'homme travaille. Que quiconque commet une infraction, qu'il soit jugé, qu'on le reconnaisse coupable d'une telle ou telle infraction. Mais malheureusement, dans l'opinion générale, on s'est dit, défenseur des droits de l'homme encourage les Koulouna. Non, jamais. Et pour aller maintenant, et maintenant pour aller dans le cas des faiblesses de la loi. Il y a quelques faiblesses de la loi. Dans la loi, par exemple, on a proposé que l'on puisse ouvrir un répertoire. Un répertoire au ministère, donc à la Commission nationale des droits de l'homme, concernant les personnes qui peuvent intervenir pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Mais nous disons que c'est difficile. Quand la loi dit toute personne peut promouvoir les droits de l'homme, comme il est dit dans les déclarations, les instruments internationaux, nous voyons difficile comment on peut ouvrir un répertoire à la CNDH. Tout le monde peut y aller. Toute personne peut y aller, on ne va pas lui interdire, surtout qu'on dit que c'est sans frais. Mais le contraire, c'est quoi? Il y a des gens qui sont peut-être dans un autre style de vie, qui ne connaissent non plus rien de droits de l'homme. Quand il est identifié, il a une pièce qui dit qu'il est défenseur des droits de l'homme, vous ne saurez pas comment il va agir, vous ne saurez pas comment vous allez le contrôler. La CNDH peut bien contrôler ses agents, ses fonctionnaires, mais la CNDH ne saura pas contrôler toutes les personnes à qui on peut donner la qualité ou l'identité, un numéro pour la reconnaissance du DDH. Ça, c'est une des faiblesses. Une autre faiblesse de la loi, c'est que ce n'est pas vraiment une faiblesse, mais on peut avoir la crainte de considérer ça comme une faiblesse, dire que on détermine les activités du défenseur des droits de l'homme. Et on dit qu'on va définir ces activités dans un acte, un arrêté du ministre des droits humains, par exemple, qui sera approuvé, n'est-ce pas, en Conseil des ministres. Mais qu'est-ce qui sera mis dans cet arrêté? Et il y en a qui ont cette crainte. Mais nous disons, nous ne pouvons pas avoir crainte parce qu'au contraire, il y a beaucoup d'activités qui sont définies même par d'autres lois et par d'autres instruments internationaux. Prendre un arrêté qui va restreindre l'espace démocratique, ça ne sera pas non plus une bonne chose. Ça sera, n'est-ce pas, détruire les droits de l'homme à travers même un cadre juridique. Ce qui ne sera pas bon. Mais nous espérons que c'est un travail que le ministre des Droits humains ici, Excellence Fabrice Pouela, il est vraiment ouvert. Nous savons qu'on peut prendre contact et dialoguer, voir qu'est-ce qu'on peut proposer dans le cadre de pareils documents. Voilà. Et il y a aussi une des mesures disciplinaires, des mesures pénales contre les défenseurs des droits de l'homme. Les gens se sont dit, mais on veut en même temps défendre et en même temps faire un code pénal pour les défenseurs de droits. Ce n'est qu'une crainte. Nous insistons pour dire que nous reconnaissons qu'un défenseur de droits de l'homme, c'est un citoyen comme tous les autres citoyens. Il n'est pas au-dessus de la loi. Mais il y a des lois, il y a la loi pénale qui sanctionne tout acte de quiconque. Mais si la loi même qui doit protéger les activités de promotion et de protection des droits de l'homme, cette même loi vient commencer à mettre des bâtons dans les roues, ça peut poser problème. C'est dans ce sens-là que les défenseurs des droits de l'homme ont passé au crible, à l'analyse, toutes les dispositions de la loi
Et il y a d'autres informations qui seront communiquées. Alors, ces obstacles dont vous avez énumérés, est-ce que ces faiblesses que vous avez énumérées ne vont-elles pas constituer des obstacles de l'exercice de votre travail en tant que défenseur de droits de l'homme? Sans la loi, il y a un travail de défenseur des droits de l'homme sur le terrain. Avec la loi, nous pensons que même s'il y a certaines de ces dispositions, il y a toujours moyen de faire mieux et d'évoluer. D'abord, du côté des défenseurs des droits de l'homme, il y a ce que nous appelons des mesures de mitigation, il y a des comportements, des attitudes à prendre, et ça c'est entre les défenseurs des droits de l'homme. Mais du côté des autorités judiciaires, des autorités politico-administratives, police, militaires et services de sécurité, au moins la loi est claire pour dire que dans l'exercice de leurs compétences régaliennes, tout agent de l'État, tout fonctionnaire de l'État a l'obligation de respecter les droits du défenseur des droits de l'homme. Ça, c'est très important. Et nous devons mettre un accent particulier sur ça. C'est pourquoi nous avons pris tout le temps pour remercier les autorités et pour les féliciter par rapport à cette évolution. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez constaté avant et qui ne va pas se faire après la promulgation de la loi? D'abord, il y a eu une stigmatisation des défenseurs des droits de l'homme. On a stigmatisé. C'est comme on vient tantôt de le dire, on voit les défenseurs des droits de l'homme quand il y a un mal, ils veulent intervenir pour protéger les malfaiteurs. Donc la loi... Vous avez aussi été toujours contre le pouvoir, c'est comme ça qu'on qualifie. La loi a dit clairement que non, nous avons besoin des gens pour promouvoir et défendre les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? De nouveau, c'est quoi? C'est qu'on reconnaît déjà ce droit de défendre. Vous avez ce droit de défendre. Vous allez défendre. Lui, elle, nous, tous, nous avons ce droit de défendre. C'est déjà quelque chose de positif, qui est même encadré par une loi. C'est déjà un pas. Donc, nous disons, nous évoluons et nous allons encore évoluer davantage. Les obstacles, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître d'elles-mêmes. Vous croyez à ça? Nous y croyons fermement. Alors, vous avez évoqué quelque chose d'important. Très souvent, on indexe les défenseurs des droits de l'homme d'être des partisans de l'opposition, des gens. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. En principe, la promotion et la protection des droits de l'homme, c'est l'œuvre de l'État. C'est l'État qui a pris la Constitution et y a mis, à partir de l'article 11 à l'article 61, les droits de l'homme. Donc c'est l'État qui garantit le premier les droits de l'homme. Et c'est aussi l'État qui est le premier violateur des droits de l'homme. Parce qu'on parle de violation des droits de l'homme, il s'agit bien des agents de l'État qui ne respectent pas ce qui devrait être fait. Voilà pourquoi, quand les défenseurs des droits de l'homme interviennent pour dire que non, là on a violé les droits de l'homme, il y en a qui tentent ou qui croient qualifier les défenseurs des droits de l'homme comme quelqu'un qui est contre le pouvoir. Mais avec cette loi, nous savons maintenant que tout cet agent, tout fonctionnaire de l'État qui viole les droits de l'homme, il sera indexé et il sera même sanctionné sur le plan disciplinaire parce qu'il n'a pas respecté des obligations dues à l'État et qui, de droit, sont imposées à tous les agents. Alors là, il y a aussi une préoccupation qui hante les esprits de l'opinion. Comment est-ce qu'on devient défenseur de droits de l'homme? Est-ce qu'il y a un cursus à suivre ou comment? Il n'y a pas de cursus à suivre. Et c'est pour cette raison que nous disons que toute personne peut défendre le droit de l'homme parce qu'il y a des gens que nous appelons les défenseurs des droits de l'homme par occasion. Il l'a fait une fois et c'est toute sa vie qu'il est intervenu tout simplement pour protéger. Il ne le fera pas tout. Mais aussi pour l'acte qu'il a posé, pour une fois dans sa vie, et il est menacé, il est en insécurité, les défenseurs des droits de l'homme vont les protéger. Mais il y a des gens qui sont dans des ONG. Et quand on est dans une ONG, il y a plusieurs formations qui sont organisées dans les ONG. Et ces formations vont au-delà des ONG et on rencontre, il y a des sensibilisations à tous les niveaux. Tenez, madame, dans notre constitution, on dit, on doit enseigner les droits de l'homme dans les services de sécurité, dans l'armée, dans la police et à l'école, partout. Ça, c'est quoi? C'est l'État lui-même qui prend cet engagement
de former toute personne sur ces questions des droits de l'homme. Et lorsque quelqu'un connaît les droits, il peut aussi les défendre, parce que c'est aussi garanti. Voilà. Il faut connaître d'abord le droit. Oui, il faut une formation. Oui, mais pour défendre, il ne faut pas être, il n'est pas nécessaire, il n'est pas impérieux qu'on soit formé, parce que les mamans qui jouent au zango ou les mamans qui sont en train de vendre dans le marché, lorsqu'elles sont inquiétées parce qu'il y a des exagérations des taxes, et ils vont voir les autorités en faisant des plaidoyers. Nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions, on nous maltraite. Ça n'a pas demandé que la maman puisse aller à l'école pour le savoir et pour intervenir. Donc il y a des choses qui sautent aux yeux, qui sont innées, qui sont naturelles. Et ça peut poser des actes importants. Et faut-il aussi préciser que ce n'est pas tous ceux qui vont à l'université, ou tous ceux qui font le droit, ou tous ceux qui ont des diplômes ou des certificats des droits de l'homme, qui sont sur le terrain pour aider ceux qui sont en souffrance. Il y a des personnes qui ont un sens humanitaire, qui agissent alors qu'elles n'ont pas étudié, mais ils font un travail correct pour la société. Mais il faut d'abord aussi connaître ce droit avant de les défendre, mais on voit ce que nous constatons et que les Congolais, les plus souvent, sont dans l'ignorance de leurs droits. Ils ne savent pas ce qu'on fait là, c'est en dehors, ça va en encontre de mes droits. Nous disons oui, il faut former et on doit former. Mais nous disons aussi que il n'y a pas que des gens qui sont formés qui défendent les droits. Il y en a qui ont beaucoup de connaissances, qui ne défendent que leurs propres droits individuels. Ils ne sont pas là pour défendre les autres. Quand on parle de défense des droits de l'homme, ce n'est pas quelqu'un qui se défend lui-même à tout prix, mais c'est quelqu'un qui, peut-être qui ne connaît pas, mais de par la sensibilité, même instinctivement, il sent que quelque chose de moche, quelque chose d'incongru, quelque chose d'inexact se passe quelque part. Il intervient et dit ce que vous faites, ce n'est pas bon. J'en ai vu une fois. Une maman qui passe, il voit un monsieur qui est torturé par les éléments de la police. La maman dit, maman, ce que vous faites là n'est pas correct. Moi, ça me fait mal au cœur. Il ne faut pas aller à l'école pour savoir que quelqu'un qui est torturé, ce n'est pas bon. La personne voit et dit que non, 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 non. Et souvent, quand il y a violation des droits de l'homme, hein, dans les cas les plus... effectivement, c'est pour ça. Quand ils voient une personne intervenir pour dire que non, vous faites du mal, c'est alors qu'il y a maintenant un problème contre la personne. Et c'est à ce niveau qu'on se dit que pareille personne, il faut la protéger. Il ne faut pas aller lui demander si vous avez été à l'université pour venir intervenir lorsqu'on est en train de torturer les gens en cours de route. Non, c'est inné. C'est instinctif. Et c'est normal. Il n'a pas mis la loi, mais il sent que ce n'est pas bon. Vous torturez une personne en train de pleurer, on est en train de frapper, des intellectuels passent. Les intellectuels qui ont étudié même les droits de l'homme, ils passent, ils s'en foutent, ce n'est pas leur affaire. Mais une maman qui est de côté, peut-être avec le sens maternel, le sens de famille, il sent aussi cette douleur de la personne en train de souffrir. Et la maman vient et s'approche et dit, papa, cessez de faire ça. C'est ça la protection des droits de l'homme. Et s'il n'y a rien, la personne passe, il n'y a pas de problème. Mais si cette maman est inquiétée, nous disons, cette maman mérite protection due à tout DDH. Mais le travail de vulgarisation, c'est ça, c'est ça qui est très important. Très important, et nous pensons que la presse est là pour ça. Et c'est pas pour rien que les DDH travaillent souvent avec la presse. Et la presse aussi fait un travail des droits de l'homme. Et ils sont un quatrième pouvoir pour vulgariser les textes, pour vulgariser tous ces droits. Alors, Maître Henri Wemboloa, il est président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Vous avez, à travers votre groupe de travail sur la loi DDH qui rassemble les acteurs de la société civile, les défenseurs de droits de l'homme, vous avez remercié tous ceux qui ont contribué pour la promulgation de cette loi. Et qui sont ces personnes? Oui, nous avons commencé par remercier d'abord le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que sur le texte, j'ai le texte dans mes mains, je vois, il y a le nom, c'est lui qui a apposé sa signature pour la promulgation. Et c'est lui, ou la présidence, qui a envoyé au journal officiel, qui est aussi de la présidence, pour publier au journal officiel. Nous remercions les deux présidents. Le président, le papa Mbosso et papa Bahati, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Mais
ils ont joué un rôle vraiment important pendant que les défenseurs des droits de l'homme étaient en train de courir ça et là pour chercher comment discuter encore, mener des plaidoyers pour la loi, mais ils avaient compris l'importance de la loi et ils ont envoyé au chef de l'État qui a promulgué. Mais nous ne pouvons pas non plus oublier les présidents, les présidents des commissions. Il y a eu la commission parlementaire permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, la commission PAJ du Sénat. Ils ont mis tous leurs efforts pour adopter ces lois avec tous les députés et tous les sénateurs. C'est passé par là. Donc ce sont vraiment des personnalités que nous devons remercier et féliciter. Nous ne pouvons pas non plus manquer de féliciter et remercier les partenaires qui nous ont accompagnés dans ce travail que nous avons fait. Et là, il y a plusieurs ONG internationales, dont par exemple le Centre Carter, et il y a eu Avocats sans frontières, Agir ensemble pour les droits de l'homme, il y a PPI, donc Protection internationale, il y a 11-11 aussi, ça, plusieurs ONG internationales avaient pris à bras le corps ce problème de la loi. Et les mécanismes des Nations Unies. Nous ne pouvons pas oublier le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui a fait tout ce qu'il faut pour que nous puissions en arriver là où nous sommes arrivés. Et nous comptons beaucoup sur le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à la République démocratique du Congo. Donc c'est du travail vraiment impeccable. Donc il y a toutes les parties prenantes, tous les réseaux de protection des défenseurs des droits de l'homme dans les 26 provinces ont travaillé sur la loi. Vraiment, nous ne saurons pas dire délimiter tel ou tel autre, mais tous ceux qui sont intervenus de près ou de loin pour cette loi, qu'ils trouvent vraiment les remerciements de toute la communauté des défenseurs des droits de l'homme. Ah, merci, Maître Henri.